Maintenant, on va voir des notions de barrières et de fonctions réentrantes et de lecture de fichiers. Donc, petites notions supplémentaires qui s'ajoutent à ce qu'on vient de voir. Donc, les barrières, ça, c'est intéressant pour synchroniser plusieurs threads qui s'exécutent en parallèle. Des fois, on veut avoir un point de synchronisation où tous les threads arrivent au même point, puis on va libérer finalement les threads lorsqu'ils vont avoir obtenu le même point de synchronisation. Donc, pour ce faire, on a la fonction init qui permet de créer la barrière ici. On a le destroy qui la détruit. Puis on a le wait ici qui permet d'attendre. Donc, on dit que c'est le point où on veut attendre d'atteindre la barrière. Donc, le barrier wait, le thread se met en veille tant que le compte de barrière n'est pas atteint. Puis le compte de barrière est défini ici. Dans le fond, quand on crée la barrière, on dit que la barrière va bloquer tant qu'on n'atteindra pas l'équivalent de count wait. Par exemple, on met count égal à 3, on va attendre qu'il y ait 3 wait de fait, 3 threads qui soient en attente. Quand on va atteindre, lorsque le troisième wait va être fait, on va débloquer les trois threads directement. Donc, le compte de la barrière est donné comme argument à la fonction init. Donc, ça ressemble à ça, c'est de dire, par exemple, tous les processus sont en cours d'exécution, il n'y a pas de problème, les 4 avancent en parallèle, pas nécessairement à la même vitesse. Mais à un moment donné, on peut dire que C et D sont en attente. Donc, C et D ont atteint la barrière, ils ont fait un wait sur la barrière, puis attendent, puis on a mis comme compte 4. On attend d'avoir nos 4 threads qui sont à la barrière. Puis là, il reste A et B. Puis lorsque A et B ont atteint la barrière, on peut dire maintenant ils vont être débloqués. Puis là, on a atteint, tout le monde a atteint la barrière. Puis là, les threads vont être débloqués, puis ils vont partir chacun en parallèle sans nécessairement être avancer à la même vitesse, même s'ils sont synchronisés à ce point-ci. Puis justement, à ce point-ci, qu'on attend que tout le monde soit synchronisé, ça peut être l'occasion d'échanger de l'information ou de s'assurer finalement que les états de chacun sont valides. Un autre élément aussi important lorsqu'on fait du multithreading, c'est le fait qu'on doit travailler des fonctions réentrantes. C'est-à-dire que si on appelle certaines fonctions qui offrent des services finalement, si on l'appelle plusieurs fois en parallèle, puis que cette fonction-là a des variables globales internes qu'elle utilise, ça peut être problématique parce qu'on peut modifier les variables internes de façon un peu désorganisée. Puis la fonction, si elle n'est pas prévue pour gérer ça, peut avoir des sérieux problèmes. Donc, un exemple de ça, c'est avec le malloc. Quand on fait un malloc, c'est une allocation dynamique de mémoire à la demande, bien, le malloc, c'est quand même assez élaboré. Puis il y a toute une structure de données interne à gérer. Donc, il doit vraiment gérer l'allocation d'un bout de mémoire. Il parcourt ces structures, il extrait le bout de mémoire, il va assigner à l'interne l'information comme quoi le bout de mémoire est donné à un certain processus ou à un certain espace mémoire est alloué. Puis, ça demande à chaque fois de modifier les structures de données internes. Si 2 ou plusieurs threads modifient la structure de interne simultanément, si les deux font un malloc, puis il n'y a pas rien de prévu pour bien le gérer, il n'y a pas de mutex autour du malloc, puis le malloc n'est pas réentrant, généralement il n'est pas réentrant, ça peut être sérieusement problématique parce que là, les deux mallocs en même temps peuvent briser la structure interne. Il y a 2 stratégies possibles. Ce qu'on peut faire, c'est de prendre des mutex ou d'autres structures, d'autres primitives pour protéger les sections critiques. Donc, c'est de dire avant chaque malloc, on doit faire un lock sur un certain mutex. On fait un lock après, comme ça, on s'assure que le malloc est appelé qu'une seule fois à la fois. Il y a un seul mutex qui est en appel de malloc. Ça, ça engendre des surcoûts significatifs parce que les mallocs, on peut en faire beaucoup, par exemple, où il y a des fonctions carrément beaucoup plus rapides que malloc qui ne sont pas réentrantes, puis ça peut créer des problèmes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de dire qu'on ne veut pas qu'il y ait de variables globales utilisées. Donc, si on parle ici le malloc fait référence à une structure interne dans le processus, au moins dans le système d'exploitation, sur la mémoire qui est allouée dynamiquement. Donc, si c'est juste la mémoire, dans le fond, si on ne veut pas, on reste à l'intérieur de l'espace mémoire du processus, c'est à l'intérieur du processus directement. Il y a quand même une structure interne qui permet de gérer ça. Donc, l'autre solution, c'est de revoir nos fonctions, puis s'assurer qu'il n'y a rien qui est dans une variable globale qui persiste. Tout est en argument de la fonction.
Donc ça serait l'idéal, mais l'API existe déjà, il faudrait le modifier, fait que ce n'est pas toujours possible et ça n'a pas été fait de façon pour des raisons pragmatiques parce que c'est quand même, ça peut changer le fonctionnement de certaines fonctions. Puis ça expose aussi la structure de données interne à l'utilisateur. L'utilisateur va avoir une espèce de paramètre supplémentaire qu'il doit utiliser, qu'il doit intégrer, puis ça peut être un peu encombrant. Donc, les implémentations modernes offrent les fonctions réentrantes. Généralement, là, on a tout ce qu'il faut parce que c'est rendu très, très fréquent d'avoir des applications multithreadées. Donc, on a fait en sorte que les appels système le gèrent mieux. Puis, par défaut, les fonctions dans POSIX sont réentrantes. Donc, toutes les fonctions dans POSIX devraient le faire. Mais il y a certaines exceptions, puis ces exceptions-là, il existe souvent des versions underscore R qui sont réentrantes, comme par exemple pour avoir le temps. Il y a scTime, mais cette fonction-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle retourne le temps en texte dans une variable globale, ce qui n'est pas bon, alors que la version underscore R ici, là, scTime underscore R, elle va placer ça dans le char étoile qu'on va lui donner. Donc, comme ça, on a l'assurance que ça va être écrit à une place qui n'est pas la même nécessairement que le même espace qui va être partagé avec un autre appel en même temps. Aussi, pour lire les fichiers, lorsqu'on fait du multithreading, l'accès à un fichier par plusieurs threads peut être problématique. Donc, il ne faut pas lire un fichier en même temps avec plusieurs threads parce que les fonctions standards sont réentrantes, mais les performances peuvent être vraiment se dégrader si on ne fait pas attention parce que chaque appel requiert d'acquérir un lock interne. Puis ça fait un appel au système d'exploitation, fait que ça peut devenir très inefficace. Puis en plus, si on répète la lecture de quelques caractères à la fois, ça peut devenir très coûteux. Donc, une solution des fois, c'est de dire qu'on va laisser l'application décider du moment où le lock doit se faire. Fait qu'on va expliciter la notion de faire un lock sur un fichier. Puis lorsqu'on a locké un fichier, le thread peut faire toutes ses manipulations. Puis lorsqu'il a terminé, il va pouvoir le libérer. Et donc ça permet de transférer la responsabilité de bloquer à l'utilisateur au programmeur de l'application, si on veut dire. Donc, le programmeur de l'application va s'assurer que c'est bien fait. Donc, pour ça, on a des fonctions comme ftry_lockfile, flockfile, funlockfile. Ça permet de bloquer et de débloquer un fichier. Puis, après ça, on a des fonctions unlock. Puis, dans le fond, si on réussit à le locker, fait que ça se peut qu'on bloque sur le flockfile, qu'on va bloquer un bout de temps. Mais lorsqu'on va retourner dans flockfile, ça veut dire qu'on a bien bloqué le fichier. On peut faire appel avec les fonctions unlock ici. C'est une version débloquée non réentrante des fonctions équivalentes. Donc, ça va être beaucoup plus rapide. On ne va pas être toujours en train d'essayer de bloquer le mutex par un appel au système d'exploitation. Ici, on va l'avoir bloqué une fois, puis on va pouvoir faire nos manipulations. Lorsqu'on a terminé, on fait l'unlock. Puis donc, les 4 dernières fonctions unlock doivent être vraiment encadrées par un flockfile puis un funlockfile. En autant qu'on respecte ça, ça devrait aller.